France Culture. Avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver toute cette semaine pour une série d'Avoir raison avec, consacrée à l'écrivain Jean Giono. 3e épisode aujourd'hui, le pacifisme est un humanisme. Nous avons parlé hier de la figure du paysan, élément central dans la première partie de l'œuvre de Jean Giono. Nous allons continuer cette exploration au croisement du romanesque et du politique autour de l'engagement pacifiste que l'écrivain développa entre les deux conflits mondiaux. Un pacifisme viscéral, né de son expérience des tranchées, et qu'on retrouve dans son roman Le Grand Troupeau, paru en 1931, et dans ses essais Refus d'obéissance, Lettres aux paysans, ou encore dans son texte Recherche de la pureté. Alors qu'aujourd'hui le spectre de la guerre refait surface en Europe, ce pan de l'œuvre de Jean Giono, écrit il y a près d'un siècle, résonne particulièrement et puissamment avec notre présent. Je ne veux pas faire le grognard de Napoléon, j'étais très embêté. Je sentais la nécessité de vivre. Or, je suis tombé dans différents traquenards. C'était un endroit, la guerre, où c'était pas facile de vivre. Mais c'est le vieillard qui a peur de la mort, les jeunes n'ont pas peur de la mort. J'en avais bien un peu peur, nous avions bien tous un peu peur. On avait peur de la souffrance, on avait peur surtout de cette espèce de mécanique horrible qui malaxait les membres et la boue dans une espèce de mélange horrible. Nous ne posions pas de questions métaphysiques ou de questions patriotiques. La question c'était la suivante, à combien de temps est-on de la permission? La permission de 7 jours. Pendant la guerre, ça a été pour moi une vacance totale de l'esprit. Je n'ai pas pensé à exprimer. Je pensais à sauver ma peau. Ça pouvait pas aller ensemble, vous comprenez? C'était pas pareil. C'était un gros métier de sauver sa peau. On pouvait pas avoir un autre métier à côté, vous comprenez? C'était trop important, ça. Bonjour Christian Marzewski. Bonjour Marceau Vassy. Vous êtes avec nous depuis les studios d'Ici Nord à Lille. Vous êtes professeur de littérature à l'université d'Artois et président de l'association des Amis de Jean Giono. Je rappelle à cette occasion que votre association organise chaque année, entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août, les rencontres Giono à Manosque. Ceci étant dit, revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la guerre. On vient d'entendre la voix de Jean Giono, c'était en 1965 sur France Culture. Cette archive donne le ton, Christian Marzewski. Avec Giono, il n'est pas question d'héroïsme ni d'éloge du sacrifice. Non, ce qu'on vient d'entendre des entretiens avec Jean Carrière de 65 montre bien à quel point Giono refuse l'héroïcisation du combat. On a entendu cette phrase extraordinaire, c'est un gros métier de sauver sa peau. Et je crois qu'effectivement c'est l'entreprise qui pour lui dépasse tous les autres engagements, et en particulier celui de l'héroïsme. Pour lui, il n'y a pas de héros à la guerre. Les termes de héros, de gloire, de patrie sont pour lui des escroqueries intellectuelles, et il le dira et il le redira, alors qu'on a convaincu ces jeunes conscrits de 14 et moins jeunes d'ailleurs de partir au combat pour sauver la patrie. Lui va dire à quel point effectivement dans la construction politique et intellectuelle qu'est son pacifisme, à quel point finalement ça n'est que pour sauver les intérêts des industriels, des banquiers, etc. Il y a là une pensée politique qui est très forte. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Jean Giono, le plus important, c'est de vivre finalement. Il le dit dans les vraies richesses, il dit il faut vivre, c'est la plus grande réussite du monde. Oui, c'est cela, c'est effectivement ce respect, cette défense inconditionnelle de la vie, qui explique que pour lui, aucune guerre, fût-ce une guerre de défense, n'est digne de la perte d'un seul être humain. Si l'on revient à la Première Guerre mondiale, donc 1914, est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans les grandes lignes quel sera le parcours du soldat Jean Giono durant cette guerre? Il a tout juste 20 ans quand il est mobilisé, et ça n'est que début 1916 qu'il va être jeté dans le chaudron ardent de la Grande Guerre. En qualité de simple soldat de 2e classe et sans croix de guerre, comme il aimera les répéter. Et dès lors, sans discontinuer, il va participer à presque toutes les boucheries héroïques de la Grande Guerre. Verdun, en 16, avec les terribles batailles des Éparges, du Fort de Vaux, de la batterie de l'Hôpital, où il est commotionné par l'explosion d'un obus qui tue à ses côtés plusieurs de ses camarades du 140e régiment d'infanterie. Puis ce sera la Champagne et l'Aisne avec les
les massacres terribles liés aux offensives Nivelles en 17, au chemin des Dames, et enfin en Flandre, où il participe en première ligne à l'assaut du Mont Kemmel en 1918. Il y est gazé d'ailleurs et il manque perdre la vue, ayant sans doute retiré prématurément son masque de protection. Et ce n'est qu'en septembre 19 qu'il est démobilisé. Oui, donc il traverse vraiment toute la guerre, ce n'est pas simplement le temps de quelques mois. Cette traversée que fait Jean Giono de la guerre, il en parlera dans plusieurs ouvrages, notamment dans « Je ne peux pas oublier », un texte qu'il écrit en 1934. Et il dit cette phrase très forte: « L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque, tous les survivants portent la marque. » Est-ce que l'on peut dire que la Première Guerre mondiale a été l'un des principaux basculements de sa vie ? Je crois qu'il faut d'abord vraiment insister sur le fait que de tous les écrivains de sa génération, cette génération des hommes au sang noir, comme dira Louis Guilloux, Giono est vraiment sans conteste celui qui a connu l'expérience de la Grande Guerre la plus authentique, la plus humble aussi, la plus longue, la plus quotidienne et la plus terrible, assurément. Et il en revient avec, dit-il, 3 certitudes: être resté vivant, malgré tout, n'avoir tué personne, et surtout avec cette volonté farouche de ne plus jamais remettre ça. Mais hélas, l'histoire va lui donner tort. Et je crois qu'effectivement, y compris la question de son entrée en littérature, même si pendant la Première Guerre mondiale, il n'écrit pas, sauf des lettres touchantes à ses parents, dans lesquelles déjà s'exerce un petit peu, je dirais, la façon dont il tord la réalité, mais pour ne pas effrayer ses parents et leur dire que finalement tout se passe bien, alors qu'il est dans l'horreur de Verdun ou du chemin des Dames. Donc elle est vraiment cette guerre fondatrice, non seulement de son pacifisme, mais je crois de son entrée en littérature et de sa carrière d'écrivain. Justement, quand on regarde la chronologie, la guerre n'arrive pas immédiatement dans l'écriture de Jean Giono. C'est vraiment à partir du Grand Troupeau, qui paraît en 1931, qu'il en fait le sujet principal d'un livre. Est-ce qu'on sait pourquoi il mettra près de 10 ans à écrire sur la guerre ? Oui, vous avez raison. Explicitement, tout au moins, la guerre proprement dite n'apparaît que assez tardivement dans son œuvre. 31, Grand Troupeau, 32, Jean le Bleu, ce roman autobiographique qui s'achève précisément en 14, au moment du départ à l'armée, avec la nouvelle de la mort au combat de son ami d'enfance, Louis David. Giono a donc mis plus de 15 ans avant de parvenir à revisiter par l'écriture cette expérience traumatisante, là où certains de ses contemporains s'en étaient délivrés presque aussitôt. Le feu de Barbus paraît dès 1916, Les Croix de bois d'Orgelès en 19, je crois. C'est dire vraiment chez Giono la profondeur de la blessure mentale et psychique causée par la guerre, et l'importance pour lui de cette tentative d'exorcisme par la littérature de l'horreur des combats. Je crois qu'on ne réalise pas assez aujourd'hui ce qu'a pu être pour ces jeunes hommes la confrontation avec cette guerre industrielle qui pour la première fois pouvait anéantir en une seconde des dizaines de soldats en les déchiquetant, en les pulvérisant dans une tranchée, et infliger des types de blessures épouvantables jamais vues auparavant. Et pourtant, et c'est là le paradoxe, dans les premiers écrits de Giono, la guerre est absente. Ses premières poésies, en particulier, au retour de la Grande Guerre, le font se réfugier dans une sorte d'antiquité idyllique, paisible, avec des personnages de bergers qu'on dirait tout droit sortis des Géorgiques ou des bucoliques de Virgile. C'est d'ailleurs accompagné de La Flûte, son premier recueil publié en 24. Et de même, les premiers romans qui vont lui valoir cette célébrité fulgurante à partir de 29, ces romans dits paysans, Colline, Anne Beaumune, Hureguin, et plus tard encore Le Chant du Monde, Que ma joie demeure, là on est en 34-35, tous ces romans évacuent soigneusement la guerre, sinon la violence. Et il semble d'ailleurs situer ces romans dans une époque indéterminée, comme s'il s'était agi pour Giono de refouler le plus longtemps possible ce qu'il appelle les images infernales de 14-18. Je crois que ce refuge dans une poésie bucolique a sans doute constitué après-guerre pour Giono une véritable thérapie de survie mentale. Oui, si on revient à son grand roman sur la guerre, le Grand Troupeau, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu ces deux éléments, c'est-à-dire que la guerre est d'abord abordée de manière assez métaphorique à travers le déplacement d'un énorme troupeau de moutons, qui symbolise évidemment la masse de soldats dans la guerre. C'est presque bucolique. Et puis la guerre apparaît frontalement dans la deuxième partie de l'ouvrage de manière très concrète. Écoutez.
Il y avait toujours une trêve du petit matin, à l'heure où la terre sut sa fumée naturelle. La rosée brillait sur la capote des morts. Le vent de l'aube, léger et vert, s'en allait droit devant lui. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler. Ils sautaient d'un mort à l'autre. Ils choisissaient d'abord les jeunes, sans barbe sur les joues. Ils reniflaient la joue, puis ils se mettaient en boule et ils commençaient à manger cette chair d'entre le nez et la bouche, puis le bord des lèvres, puis la pomme verte de la joue. De temps en temps, ils se passaient la patte dans les moustaches pour se faire propre. Pour les yeux, ils les sortaient à petits coups de griffes, et ils léchaient le trou des paupières, puis ils mordaient dans l'œil, comme dans un petit œuf, et ils le mâchaient doucement, la bouche de côté, en humant le jus. C'était un passage du Grand Troupeau, lu ici par Nicolas Berger. C'est un passage assez terrifiant, Christian Morzewski, qu'on vient d'entendre, où Jean Giono nous montre justement le vrai visage de la guerre. Oui, avec ces images absolument insoutenables d'horreur. On est bien loin de la poésie bucolique. Et je crois que ces images infernales, comme dit Giono, qu'il ramène de la guerre, eh bien, il va les transposer, il va bien sûr les sublimer, dirions-nous, dans un certain nombre de fantasmes qui vont traverser son œuvre. Hein. Je disais que dans les premiers romans, il y a certes pas la guerre, mais il y a quand même une violence à fleur de texte, une violence souvent sauvage, exercée entre les hommes ou contre les bêtes. Je pense à ce fantasme obsédant d'éventration ou d'éviscération, on vient de l'entendre dans la lecture, qu'on va retrouver dans Colline et Requin, et même dans Naissance de l'Odyssée, son premier roman, où Giono revisitait l'histoire d'Ulysse en ancien combattant, justement, rentrant chez lui à Ithaque. Et sont ces descriptions insoutenables qu'on retrouve dans certains passages du Grand Troupeau, comme celui qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il n'y a pas justement un paradoxe entre un Jean Giono qui est donc marqué par la guerre et qui développe dans les années 30, les années 20, les années 30, un grand pacifisme, et en même temps, comme vous l'avez dit, cette violence qui irrigue quand même toute son œuvre, hein. C'est-à-dire on peut aussi penser à Deux cavaliers de l'orage avec des scènes vraiment excessivement gore, très sanguinolentes. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ces deux éléments ? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un paradoxe. Il s'agit vraiment pour Giono d'exorciser toutes ces images, hein. Et avant d'être une construction intellectuelle ou politique, son pacifisme, c'est d'abord, vous l'avez dit, une réponse viscérale à ce qu'il vient de subir et qu'il ne parvient pas vraiment à effacer. Hein. Élise Giono m'avait confié que jusque dans les années 30, son mari faisait chaque nuit des cauchemars épouvantables, sautant dans le lit comme une carpe, me disait-elle, et que ces cauchemars s'étaient trouvés réactivés à partir de 39, à l'approche des menaces d'une nouvelle guerre. Et Sylvie Giono, sa fille, raconte comment, beaucoup plus tard encore, il était arrivé à Giono en promenade de se jeter au sol au passage d'un des premiers avions à réaction, croyant encore être sous le feu des obus à Verdun. C'est dire donc la profondeur de ces images dont il a tenté de se débarrasser, de les exorciser par l'écriture. La guerre est un traumatisme absolu pour Jean Giono, et l'écriture va justement servir un engagement qui est donc d'abord romanesque en 1931, mais qui rapidement va devenir très politique. C'est un Giono pamphlétaire dans les années 30 qui va écrire à la fois des essais et puis des textes pour justement, pour le coup, militer finalement contre la guerre. Dès 1934, alors que l'on commence à réentendre à l'Est des bruits de bottes et des grondements de canon, Giono s'engage pour tenter d'empêcher qu'on remette ça, une nouvelle guerre. Et il va se servir justement de sa jeune notoriété d'écrivain très populaire, y compris en Allemagne, pour se dresser de toutes ses forces contre la guerre, comme le font à ce moment-là les milieux intellectuels de gauche, et en particulier les communistes dont il va se rapprocher. Mais chez lui, la motivation première du pacifisme réside dans
ce respect absolu et cette défense de la vie, dont je ne peux pas oublier son premier texte pacifiste. Il dit être sûr de n'avoir tué personne à la guerre, et il raconte que malgré les risques encourus, il montait à l'assaut sans fusil ou avec un fusil rendu inutilisable. Il dit « Tous les survivants de la guerre savent combien il était facile, avec un peu de terre et d'urine, de rendre un fusil Lebel pareil à un bâton. » Et il va donc, de 34 à 39, multiplier les appels, les tribunes, les manifestes, les témoignages pour s'opposer à une nouvelle guerre. Et étonnamment, lui qui est foncièrement un individualiste et même un anarchiste, il accepte dès 33 donc de s'engager. Il préside le comité basalpin d'action contre la guerre, il adhère au comité de vigilance antifasciste, à l'AER, l'association des écrivains et artistes révolutionnaires d'obédience communiste, avec Aragon, Breton, Poulaille. Mais il va assez vite prendre ses distances avec les communistes et rompre avec eux, parce que ceux-ci vont se rallier à la nécessité d'un réarmement pour lutter contre l'expansionnisme hitlérien. Le pacifisme de Giono, il faut bien l'entendre, c'est un pacifisme radical, intégral, intransigeant. Aucune guerre n'est juste pour lui, même pas une guerre de défense, je le disais. Aucune guerre ne justifie la mort d'un seul être humain. Après les accords de Munich en 38, il dira qu'il a honte de toutes les guerres, mais qu'il n'a honte d'aucune paix, aussi fragile et incertaine soit-elle. Oui, c'est important aussi, voilà, de souligner, dans la continuité de ce que vous venez de dire, que Jean Giono, justement, n'est pas du tout un patriote. C'est-à-dire que, pour lui, même s'il est très attaché à la terre, aux racines, même s'il vivra toute sa vie à Manosque, il dit, dans Jean le Bleu, il dit « Moi, quand je vois une rivière, je dis rivière. Quand je vois un arbre, je dis arbre. Je ne dis jamais France. Ça n'existe pas. » Oui, et cet antipatriotisme assumé va lui être ensuite violemment reproché, avec les accusations de défaitisme, et même de sympathie avec l'ennemi, dont ces idées pacifistes auraient favorisé la victoire en s'opposant à tout réarmement. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une position qui, vous l'avez dit, résonne avec une intensité toute particulière dans notre actualité géopolitique. France Culture, avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy. On vient donc de parler des textes, mais c'est aussi dans ces années-là que Jean Giono mène les rencontres du Contadour. C'est dès 1935, où plusieurs fois par an, avec un groupe de fidèles, il va se retirer dans la montagne de Lure, en Haute-Provence, dans le lieu-dit du Contadour. C'est un petit hameau. Ils vont vivre à chacune de ces expéditions, en communauté, durant plusieurs jours ou plusieurs semaines, loin du monde et loin des hommes. Et ces rencontres vont rapidement devenir un lieu, justement, pour transmettre cet idéal pacifiste. Oui, c'est une aventure collective exceptionnelle que les rencontres du Contadour. Peut-être pas au départ immédiatement dirigées contre la guerre. Pour l'écrivain et le maître à penser qu'est devenu Giono après le succès de ses romans, et en particulier de Que ma joie demeure en 35, l'une des difficultés est de gérer les demandes innombrables qui lui arrivent de toutes parts de lecteurs et admirateurs pour qu'il leur fasse découvrir la région qui a inspiré ses romans, ainsi que les recettes de la joie et du bonheur simple au milieu de la nature. Les visiteurs affluent à Manosque et nous sommes dans l'enthousiasme du Front populaire, des premiers congés payés, et l'initiative d'une fédération d'auberges de jeunesse va permettre à Giono de satisfaire ses lecteurs en les emmenant dans une sorte de randonnée pédestre jusqu'à la montagne de Lure, qui est l'un des hauts lieux de son inspiration. Et donc en septembre 35, une caravane d'une 50aine de personnes venues de partout en France et de l'étranger aussi, chemine à pied sur les sentiers de Haute-Provence, guidés par Giono. On s'installe dans ce hameau du Contadour à une dizaine de kilomètres de Banon, dans les Alpes de Haute-Provence, et commence une aventure humaine hors du commun que les participants enthousiastes décident de renouveler chaque année, en se retrouvant
2 fois par an au Contadour pour partager les vraies richesses prônées par Giono. Le goût de la vie simple, au plein air, la passion pour la nature, mais aussi pour l'art, la littérature, la musique, l'amitié, la solidarité. Ce qui les rassemble aussi, c'est la même méfiance à l'égard du monde moderne, l'argent, le progrès, la ville moderne, et surtout, valeur fondatrice qui les fédère tous autour de Giono, le pacifisme intégral, la haine et l'horreur de la guerre. Je trouve que personne ne respecte plus l'homme. De tous les côtés, on ne parle plus que de dicter, d'obliger, de forcer, de faire servir. On dit encore cette vieille dégoûtante baliverne, la génération présente doit se sacrifier pour la génération future. On le dit même de notre côté, ce qui est grave. Si encore nous savions que c'est vrai, mais par expérience, nous savons que ça n'est jamais vrai. La génération future a toujours des goûts, des besoins, des désirs, des buts imprévisibles pour la génération présente. On se moque des diseurs de bonne aventure. Il faut sinon se moquer, en tout cas se méfier des bâtisseurs d'avenir. Surtout quand pour bâtir l'avenir des hommes à naître, ils ont besoin de faire mourir les hommes vivants. L'homme n'est la matière première que de sa propre vie. Je refuse d'obéir. C'était un extrait de la préface de Refus d'obéissance, écrite par Jean Giono en 1937 et lue ici par Nicolas Berger. Christian Warszewski, là on entend bien justement dans ce texte la manière dont Jean Giono nous met face à la réalité de ce qu'est la guerre pour lui, c'est-à-dire un mensonge. Un mensonge absolu, une escroquerie qui fait sacrifier toute une génération, non pas au profit de la suivante, cela Giono le démontre bien, mais au profit effectivement d'intérêts industriels, financiers, et il est assez étonnant de trouver dans ce texte un vocabulaire, on dirait de marxiste pratiquement, alors que Giono effectivement va se détacher très vite de cela. Et il se termine ce texte qu'on vient d'entendre par ce refus d'obéissance, dont malheureusement qu'il ne pourra pas honorer complètement, puisque quelques années plus tard, c'est d'ailleurs pendant la dernière session la 9e et dernière session du Contadour en septembre 39 que vient se briser l'utopie pacifiste de Giono et ses amis. Et c'est difficile de savoir à quel point Giono a pu croire que la guerre était évitable grâce à la mobilisation des pacifistes. En tout cas, avec ses amis du Contadour, il lutte jusqu'au dernier moment. Il multiplie les appels, les déclarations, les tracts. Il a dit et répété, on vient de l'entendre, qu'il ne se soumettrait pas à l'ordre de mobilisation. Je refuse d'obéir. Il dira même qu'il préfère se jeter sous les roues des chars de guerre ou se laisser fusiller avec d'autres insoumis. Et pourtant, l'ordre de mobilisation arrive, au Contadour d'ailleurs, le 2 septembre 39, et Giono va s'y soumettre quelques jours plus tard, ce qui va être perçu par certains de ses amis comme une trahison. Les raisons profondes qui ont pu pousser Giono à un tel reniement de ses engagements pacifistes restent difficiles à comprendre aujourd'hui encore. Prise de conscience tardive et tragique de l'échec de la croisade pacifiste, des pressions extrêmes de sa famille et de ses amis pour éviter le pire, une espèce aussi d'écartèlement psychique entre l'idéalisme des rencontres du Contadour et malgré tout la lucidité de Giono, lucidité pessimiste sur la marche du monde, sur la nature humaine, ou encore, et là c'est, je crois, ce qui est de plus puissant pour expliquer ce reniement, la prise de conscience que pour lui, finalement, seul importait son œuvre d'écrivain et qu'il s'était fourvoyé en s'engageant dans l'histoire, l'histoire avec sa grande hache, pour essayer d'en changer le cours. Oui, et ce que nous apprend aussi
ce renoncement de Jean Giono, c'est la difficulté d'être vraiment pacifiste jusqu'au bout, jusque dans les actes. Oui. Il se reprochera effectivement de ne pas avoir eu le courage jusqu'au bout du pacifiste, et alors qu'il avait eu le courage du combattant. C'est l'une des dernières mentions qu'il fait du pacifisme en manière de mea culpa, peut-être dans son journal de l'occupation en 43. Il dit: il n'y a rien de noble que le pacifisme, ça exige beaucoup plus de courage que la guerre. J'ai fait la guerre en 14, assez bien, je n'ai pas pu faire le pacifique en 39. Oui, il dira même, quand on n'a pas assez de courage pour être pacifiste, on est guerrier, le pacifiste est toujours seul. Voilà, cette solitude du pacifiste. Et la toute dernière mention qu'il en fait dans le même journal de l'occupation, c'est en fin août 44, où il dit ce qui est assez extraordinaire: il faut voir clairement et reconnaître que j'ai eu tort de croire au pacifisme. Cela n'est pas fait pour l'homme. Oui, en fait, en l'entendant, c'est très fort, parce que on se rend compte aussi que c'est presque une forme d'absolu, le pacifisme, que c'est finalement quelque chose d'une forme d'un idéal. D'ailleurs, Jean Giono, il apparaît aussi dans ce pacifisme à un moment à la fin des années 30, presque un idéaliste naïf. Je crois qu'il a même eu le projet de rencontrer Hitler pour le dissuader de faire la guerre. Ah oui, c'est un élément assez peu connu de cette croisade pacifiste de Giono, qui atteste bien de la puissance d'illusionnement dont il était capable vis-à-vis de la réalité, la rugueuse réalité à étreindre, comme dit Rimbaud, mais aussi illusionnement vis-à-vis de lui-même. Il s'agit en effet d'un projet de rencontre de Giono avec le chancelier Hitler lui-même. Une affaire absolument invraisemblable, qui d'ailleurs, si elle avait abouti, aurait sans doute aggravé encore la suspicion à l'égard de Giono collabo, comme on l'entend encore dire aujourd'hui, de façon aussi injuste que biaisée. Les faits sont les suivants. En novembre 38, un ami de Giono, un certain Yves Farge, journaliste à Grenoble, pacifiste, qui va devenir par la suite un grand résistant et même un compagnon de la Libération, Yves Farge écrit à Giono pour lui proposer de rencontrer secrètement Hitler, seul à seul, en dehors des chancelleries, et par l'entremise d'un ancien combattant allemand, un héros de la Première Guerre mondiale, admirateur de l'œuvre de Giono en Allemagne. Giono accepte ce projet complètement invraisemblable d'entrevue. Il pose ses conditions, à savoir la possibilité d'aborder avec Hitler tous les sujets, y compris la question juive. Et d'ailleurs, il exige que son interprète, à lui, soit un juif, et que l'entrevue ait lieu en France, au milieu des champs, en pleine nature. Il dit, je cite de mémoire, si je vais voir Hitler, je veux y aller ouvertement, sans cachotterie, et après l'avoir fait annoncer par tous les journaux pacifistes. On voit là à quel point il se méfie effectivement de la façon dont on pourrait interpréter cette rencontre. Et il ajoute, je veux y aller pour cette seule raison, mise au point d'un désarmement universel et total. Le projet, bien sûr, tourne court, malgré les efforts d'Yves Farge et ceux de l'ami allemand, et l'entrevue n'aura jamais lieu, bien sûr, mais que Giono ait pu croire que c'était possible, et surtout qu'il parviendrait à convaincre Hitler de renoncer à son bellicisme et accepter un désarmement universel et total, voilà quand même qui en dit long sur la naïveté de Giono, et ce que j'ai appelé son pouvoir d'auto-illusionnement sincère, mais complètement confondant. Imaginons aujourd'hui un écrivain contemporain, Emmanuel Carrère par exemple, ayant le projet d'aller rencontrer Vladimir Poutine pour lui demander de se retirer de l'Ukraine. C'est à peu près aussi invraisemblable. Oui, ça montre bien que Jean Giono était un idéaliste. Merci beaucoup Christian Marowski d'avoir participé à cette émission, et merci au studio d'ici Nord d'avoir permis ce duplex. C'était le 3e épisode d'Avoir raison avec Jean Giono, une émission réalisée par Vanessa Nadjar, avec à la prise de son à Paris Marie-Claire Oumabadi et Alexis Léniel à Lille. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres de la série sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Dans le prochain épisode, il sera question du désenchantement du monde. À demain.